nous sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Jeudi 25 octobre 2018, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Marie-Jo Bonnet, historienne, spécialiste de l'histoire des femmes, de l'histoire de l'art et de l'homosexualité féminine. Elle y présentait son nouvel ouvrage, Mon MLF, paru aux éditions Albin Michel. Bonne écoute. Debout, debout, asservi, humilié les femmes, acheté, vendu, violé, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Nous allons démarrer cette présentation du dernier ouvrage, non pas l'ultime, mais de Marie-Jo Bonnet, puisqu'un autre va venir ensuite. Merci Marie-Jo Bonnet d'avoir accepté de venir présenter votre livre, Mon MLF, donc paru chez Albin Michel il y a quelques mois. Je vous présente à nouveau si cela s'avère nécessaire. Vous êtes née en Normandie en 1949. Vous êtes écrivaine, historienne et actuellement présidente d'une association Souffle d'Aile, c'est ça? On vous connaît ici à Toulouse puisque vous côtoyez et avez un réseau d'amitié auprès des associations. Mais il y a des jeunes qui ne me connaissent pas. Pour les droits des femmes, voilà. Mais bien sûr, pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien, la présentation de ce récit autobiographique donne de nombreux éclairages à la fois sur votre parcours, sur le mouvement des femmes, sur cette histoire commune qui est bâtie au fil des décennies. Je propose donc que vous présentiez votre ouvrage l'espace de une demi-heure, 3/4 d'heure, puis nous donnerons la parole à la salle pour des questions qui se poseraient, puis enfin nous terminerons par une séance de dédicace, si cela vous va. Alors, je disais, vous êtes née en Normandie, fille aînée de 3 enfants, seule fille, puisque vous avez 2 plus jeunes frères, d'un père donc électricien qui poursuit sa carrière et devient conducteur de travaux, et d'une mère au foyer qui donne des leçons de piano. Elle revient souvent dans votre autobiographie. Tout d'abord, peut-être j'aurais une question à vous poser. Pourquoi avoir choisi le mode de l'écriture autobiographique? Parce que c'est une expérience personnelle et collective, et donc je pense qu'il fallait que je fasse un témoignage. J'allais pas raconter, j'ai pas allé faire une thèse, faire un livre d'histoire. Ça aurait été particulièrement ennuyeux. Je pense que l'intérêt de l'expérience du mouvement de libération des femmes, c'est précisément en quoi ça nous a changé, en quoi ça m'a transformée et quelle évolution j'ai eue. Parce que quand je suis arrivée, j'avais 21 ans, j'étais une étudiante, j'allais passer le concours d'entrée à Normal Sup, donc j'allais devenir un petit prof d'histoire, et puis je ne suis pas devenue un petit prof d'histoire. Je suis devenue autre chose, grâce aux femmes que j'ai rencontrées. Et donc, évidemment, c'est une expérience humaine. Voilà, le mouvement de libération des femmes, pour nous toutes, qui sommes ici et qui bavardons comme ça, on a toutes fait cette expérience de changement profond et d'évolution. Et en fait, je pense que la plupart des femmes qui ont été au mouvement ici à Toulouse et ailleurs, je veux dire, on reste féministe toute sa vie. Enfin, je veux dire, c'est l'engagement d'une vie. Moi, oui, c'est l'engagement de ma vie. C'est ma mission sur Terre. Parlons comme ça, n'ayons pas peur des mots. Je trouve qu'il n'y a pas assez de livres, il n'y a pas assez de témoignages sur cette expérience. On peut l'expliquer de différentes manières. Bon, aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui font des maîtrises, des thèses, des trucs comme ça, qui viennent me voir sur certains aspects du MLF. D'ailleurs, toi-même, tu as travaillé sur... Oui. Vas-y, dis-nous. Alors, moi, j'ai travaillé sur l'édition féministe de 68 à 2001. Donc, c'est en plein boom. Donc, tu vois...
Il y a plein de jeunes comme ça qui s'y intéressent, mais je pense que c'était important. Moi, de toute façon, je ne voyais pas d'autre moyen de pouvoir transmettre cette expérience que par l'entremêlement, parce que ça a été toute une construction. Il a fallu que j'entremêle par petits chapitres. Il y a 52 petits chapitres. Ma vie et la vie collective et ce qui se passait au mouvement. Et comme, en fait, j'ai participé à beaucoup de choses parce que j'étais en pleine jeunesse et tout m'intéressait, vraiment tout, y compris l'avortement, alors que je n'étais pas concernée par l'avortement. Donc, je raconte tous nos engagements collectifs. Et comme je suis historienne, évidemment, j'ai fait un effort pour avoir une vision chronologique des choses, de façon à ce que les jeunes puissent se repérer. Hein. Donc, les chapitres, ils ont des dates. Et puis pour voir comment ça change. Hein. Ce qui est passionnant avec le mouvement de libération des femmes, c'est qu'il n'y avait aucun programme politique, il n'y avait rien du tout. On est parti à l'inconnu. Hein. La femme inconnue du soldat, c'était nous, hein. Les petits soldats qui allons lutter pour éclairer quelle est cette femme inconnue que les psychanalystes disent que c'est le continent noir, hein, et que nous-mêmes, nous ne nous connaissions pas. On ne connaissait pas notre histoire, on ne connaissait pas la littérature, il y avait juste Colette comme référence. Enfin bref, on est parti vraiment dans un terrain complètement inconnu, quoi. Et ça a été une expérience de découverte de ce que les femmes ont fait dans l'histoire, de ce qu'elles ont écrit et de nous ce qu'on allait faire et ce qu'on allait changer dans l'histoire. Vous dites en fin de livre que finalement, Charlotte Kalmis vous donne un petit peu une petite injonction à écrire. Une grosse injonction, voilà, ouais. À écrire votre livre. Ouais, bon, elle savait qu'elle allait mourir en fait bientôt. Hein. Oui, Charlotte Kalmis, parmi les femmes que j'ai rencontrées, les nombreuses femmes, elle fait partie des femmes qui ont eu un rôle important dans ma vie. Parce que c'est elle qui m'a orientée vers la recherche intérieure. On faisait des méditations ensemble. On avait un groupe sorcière, ça s'appelait le groupe sorcière. Et on se voyait le dimanche après-midi. Et on faisait une méditation, le silence. Et après, on écrivait des textes. Parce que Charlotte pensait que les femmes, à partir de l'énergie qui circule entre nous, on pourrait justement retrouver la parole et écrire. Et donc, c'est l'expérience que j'ai eue avec elle. Et comme c'était, on peut dire, c'était une mystique, hein, donc c'était très intéressant parce qu'elle avait un amour de la liberté qui, moi, m'a énormément aidée parce que vraiment, tout l'intéressait. En plus de ça, elle est née à Alep, en Syrie. Elle a grandi en Égypte, elle était juive, elle a traversé la guerre. Donc c'était toute une expérience très riche qu'elle avait et qui, moi, m'a apporté énormément. La Kabbale, elle m'a apporté. Puis elle était peintre. Donc, c'est elle qui m'a ouvert toute la sphère de l'art. Donc, c'était vachement bien, poète, etc. Et puis, donc, en 80, hein, il y avait eu la grande manif du 8 mars. Je conduisais la camionnette, hein, je raconte. Oui. Hein. Et puis, il y a Psychepo qui est venu, qui a pris la tête de la manif. Et j'étais tellement indignée que j'ai foncé sur elle. Enfin, la camionnette a foncé sur elle. Et puis, heureusement, elle a calé juste devant elle parce qu'elle ne bougeait pas, les filles. Alors, j'ai eu quand même une grosse émotion, hein, je dois dire, parce que là, j'ai découvert une forme de violence qui est liée à l'indignation. Et alors, Charlotte m'avait vue, parce qu'elle habitait tout à côté de la manif. Et puis alors, elle savait très bien qu'il ne fallait pas me faire la leçon, mais quand même. Et alors, elle m'a dit comme ça, c'est toi, tu écriras cette histoire, subversion. Avec voilà. Un S, parce qu'il y a plusieurs formes de subversion, etc. Elle m'a fait tout un speech que j'ai enregistré. Voilà. Et d'ailleurs, ce sont ces paroles que vous retranscrivez. Ah, là, complètement, oui, parce qu'elle me disait, je ne sais pas si tu en as la force, il faudra être cruel, tout dire, etc. Moi, j'étais toujours prête à tout avec elle. Donc, j'avais pris mes petites notes et tout, bien sagement. Et puis, bon, après, elle est décédée. Donc, mais ça a été très long à écrire ce livre. Parce que j'ai fait une première version, puis ça n'allait pas du tout. Je n'avais pas assez de recul, ça n'allait pas, quoi. Alors, j'ai écrit mes autres livres.
Et alors effectivement, dans le programme, disons, qu'elle vous prescrit, disons, il faudra tout dire, hein, subversion, c'est toi, subversion. Donc, et puis là, vous énumérez ce qu'elle vous demande de travailler et de restituer. Donc effectivement, la subversion, l'échelle, interrompez-moi si j'interprète mal, mais l'échelle individuelle, l'échelle collective du mouvement, le regard d'historienne, la réalité quotidienne des luttes féministes au quotidien, sur la forme du livre, un livre qui doit être vivant, donc pas de thèse, pas de... Exactement. Voilà, parler des courants, et puis la cruauté des femmes entre elles. Et puis elle critiquait le livre Lâcher tout d'Annie Lebrun. Voilà. Parce que elle dit, si on n'a pas mis son cul dans une réunion de femmes, si on ne sait pas ce que c'est qu'être féministe. Parce qu'elle se tapait les réunions, évidemment, comme nous toutes. Enfin, je veux dire, il y avait des femmes de tous les âges. Hein. Elle était beaucoup plus âgée. Hein. Elle était née en 1915, alors... Vous voyez, donc la transmission, elle a transmis aussi, tu vois, et donc ça continue, quoi. Et donc vous rédigez donc cette histoire, votre histoire, hein, du MLF. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un fil chronologique. Hein, on suit le déroulé du mouvement des années 70 jusqu'en 80-81. C'est la toute fin, les tout derniers chapitres. J'arrête avec l'élection de Mitterrand. Voilà. Parce que pour moi, c'est la fin. C'est la fin du mouvement, quoi. Finalement, dès le départ, allez, au maximum 40 pages du livre, finalement, tout est posé, tout ce que l'on va retrouver ensuite, le bouillonnement. Dans les années 70-71, on a l'impression que les choses sont un petit peu... on a déjà les jalons. Et puis, entre 71 et 1977, là, c'est la phase vraiment de bouillonnement, d'action, de créativité intense. Créativité, voilà. Ouais. Et puis, à partir des années 77-78, qui correspond au dernier chapitre de l'ouvrage, là, on sent des transitions déjà. On a l'impression qu'il y a déjà des périodes de transition qui s'amorcent. Il y a une différenciation des groupes automatiquement. Et puis, il y a aussi des conflits qui émergent très violemment. Il y a aussi une forme d'essoufflement également. Donc oui, il y a forcément comme tout mouvement. Mais moi, je trouve que d'avoir vécu comme ça 10 ans sans structure ni hiérarchie, sans présidente de séance, sans élection, vous voyez, c'est déjà pas mal, hein ? Bien sûr, c'est finalement votre formation aussi politique par la pratique militante, quoi. Oui, c'est une par pratique. le terrain. C'est une expérience humaine, c'est une pratique collective. On ne savait pas où on allait du tout, quand on a commencé. C'était ça qui était intéressant, parce qu'autrement, ça n'aurait pas été drôle. On est parti vraiment à l'aventure et à l'aveuglette, je veux dire. Hein. Mais on était poussé par une énergie, je veux dire, ça a décuplé nos énergies. C'est incroyable ce qu'on avait comme énergie. Oui, voilà, ça, effectivement, on le lit. Donc la force motrice, finalement, que ça... Enfin, la dynamique que ça peut, la force que cet engagement a pu dégager, voilà. Libérer. Hein, oui, voilà. Vous citez que l'échec au concours ou l'échec à un examen, que finalement vous y aviez tellement gagné à côté. Vous dites, j'y gagne des rêves d'émancipation certainement plus dynamisants que d'autres perspectives de carrière. Voilà. Ouais, il faut quand même préciser. Bon, j'ai raté le concours d'entrée à Normal Sup, ce qui ne m'étonne pas parce que c'était en 71. On se rendait compte avec toutes les manifs qu'il y avait et tout ça, c'était quand même beaucoup plus intéressant ce qui se passait au mouvement que de rentrer à Normal Sup. Hein. Mais j'ai eu une vie très différente, hein, plus difficile au niveau économique, hein, parce que comme en plus de ça, j'ai choisi de pas rentrer à l'université. Enfin, j'ai choisi. Je veux dire, j'étais trop en avance, si je puis dire, sur mon temps universitaire pour être admise à l'université, en me présentant les choses comme ça, parce que j'ai passé ma thèse donc, sur les relations amoureuses entre les femmes du 16e au 20e. Hein. Et je l'ai passée en 79. Et c'était Michel Perrault qui était ma prof de thèse. Et j'étais la première thèse avec Michel Perrault, hein, chose qu'elle commence à dire maintenant, mais à l'époque, elle ne le disait pas. Et donc, Michel Perrault, on avait fait le groupe d'études féministes à Paris 7. Hein. C'était un groupe ouvert aux universitaires et non universitaires. Et c'était très intéressant parce que à cette époque-là, c'était la connaissance qui nous intéressait. C'était pas de faire carrière.
aucune de nous en aurait ri au nez. En tout cas, bon, moi j'étais étudiante, alors évidemment je n'avais pas de carrière. Donc en 79, je passe ma thèse, et moi, évidemment, je venais d'un milieu où j'étais la première dans la famille qui passait une thèse. Donc je ne savais pas du tout comment fonctionnait l'université, mais pas du tout. Et Perrault, évidemment, c'est la dernière à me dire comment il fallait faire pour déposer un dossier, parce que les lesbiennes, bon, c'était pas sa tasse de thé quand même, il faut bien le dire. Hein. À l'époque, bon, elle s'est laissée faire parce qu'il y avait une telle poussée en avant, et puis on était fortes. Il y avait un rapport de force qui était vraiment en notre faveur. Hein. Donc, elle s'est laissée faire. Mais quand il y a eu la gauche qui est arrivée au pouvoir, alors là, ça, c'était autre chose. Hein. Donc, Michel Perrault, jamais n'a écrit un mot sur mes bouquins, sur l'homosexualité. Hein. Et donc, j'ai senti ça très rapidement. Je me suis dit, c'est pas la peine que j'aille au casse-pipe. Je sentais bien qu'il y avait une hostilité latente dans l'université vis-à-vis de la question de l'homosexualité. Et donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire des pieds et des mains. J'aurais aimé rentrer au CNRS. Voilà, ça, c'était mon vœu secret. Mais je n'ai pas trouvé la porte. Personne ne m'a dit où elle était non plus. Il aurait fallu que je trouve un laboratoire et tout. Je ne savais pas comment ça marchait. Il ne faut quand même pas oublier ça. Hein. Donc, je dis, ben voilà, c'est très bien, je vais faire de la recherche hors institution. Alors, on ne donnait pas cher de ma peau, hein, je peux te dire. Heureusement, j'ai publié ma thèse aux éditions de Noël. Alors là, c'était la grande surprise chez les universitaires parce que c'était quand même un grand éditeur de Noël. Oui. La collection femmes, disons, il y avait Virginia Woolf. C'est pas n'importe qui quand même. Hein. Donc, c'était une très grande collection. Moi, j'étais très contente, mais c'est pareil, je ne savais pas comment ça fonctionnait, l'édition. Évidemment, j'étais jeune. Donc, ben voilà, j'ai continué mon chemin, je dois dire péniblement quand même, jusqu'en 95, ça n'a pas été simple. Il n'empêche que vous avez publié un certain nombre d'ouvrages sur les mouvements gays et lesbiens. Ma thèse, ouais. La thèse. Qu'est-ce qu'une femme désire ? Pardon, quand elle désire une femme, je vais lire mes notes plutôt. Oui, parce que c'est pas un 2004. Simple, hein. Et puis les deux amis, et c'est sur le couple de femmes dans l'art, où là où il y a une ouverture vers l'art en 2000, publié en 2000. Mais ça, je peux dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que ce sont des livres qui sont toujours en écho à mon engagement dans la cité. Et là, à cette époque-là, les années 95, 96, 97, c'était le grand combat pour le Pacs, pour faire un contrat d'union civile, enfin... Il y a eu toutes ces choses-là. Et moi, j'étais contre le mariage déjà. Et j'étais pour l'union libre. Hein. J'étais même pas pour le Pacs, c'est pour vous dire. Hein. Et donc, j'avais remarqué que dans l'histoire, le couple de femmes, il était d'une certaine façon reconnu chez les artistes. Qu'il y avait eu énormément de tableaux sur des couples de femmes. Ça s'appelait Les Deux Amis. Alors qu'il y en avait très peu sur les couples d'hommes. Et les hommes, c'était plutôt la littérature, avec Gide, Proust, etc. Et je me suis dit, mais le couple de femmes, bon, on le voit, il est visible, mais on ne le parle pas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu analyser la représentation du couple de femmes, et carrément depuis Sappho, pendant qu'on y est, pour montrer que Sappho, c'est-à-dire elle a une morale du désir, c'est une morale sexuelle du désir, tandis que chez les hommes, leur morale sexuelle, c'est une morale institutionnelle. Vous avez les actifs, les passifs, les citoyens, les non-citoyens. Alors que chez Sappho, c'est pas du tout, il n'y a pas de morale sociale liée au désir. Et ça, c'est ça qui m'intéressait énormément dans la poésie de Sappho. Et j'ai essayé de retracer toute l'histoire de... Les peintres, pourquoi est-ce qu'ils représentent ce que la société ne veut pas voir, c'est-à-dire l'amour entre femmes ? Parce qu'il y a vraiment l'impensé de la société patriarcale, c'est l'amour entre femmes. Ce n'est pas l'amour entre hommes. L'amour entre hommes est symbolisé partout, mais pas l'amour entre femmes. Et ça, je trouvais ça très intéressant à étudier. Donc j'ai relevé donc quelques éléments, disons, jalons de cette histoire que vous retracez dans votre livre, et notamment un certain nombre d'actions telles que
l'écoute de l'émission Ménie Grégoire. Oui, Ménie. Oui, enfin, vous vous souvenez toutes de Ménie. Allô, Ménie? Son émission, ça commençait par la petite cantate de Barbara. Alors, toutes les femmes dans leur foyer, elles arrêtaient la vaisselle. Et puis, on écoutait Ménie, parce que Ménie, elle recevait un courrier monstre. Et Ménie, elle abordait des questions que les autres ne voulaient pas aborder. C'est très intéressant, Ménie Grégoire. Mais nous, Ménie Grégoire, quand elle fait une émission qui s'appelle l'homosexualité, ce douloureux problème, évidemment, il y a de quoi rigoler, hein, parce qu'il y a un décalage et elle s'en rendait pas compte. On était en 71, hein. C'est pas facile, hein, à percevoir le tel décalage. Il suffit de 1 ou 2 mois déjà d'expérience collective pour qu'il y ait un décalage. Et alors, elle avait invité que des mecs. Hein, comme d'habitude, hein. Un curé, un psychanalyste, les frères Jacques, qu'est-ce qu'il y avait encore? Et alors, il y avait un copain Arcadique, c'était un copain d'Anne-Marie, Pierre-Anne. Et Pierre-Anne, il avait dit, les filles, vous allez venir, je vais vous faire entrer par la porte, vous allez voir à la salle Pléiel. Et donc, il y a le MLF qui débarque. Hein. Mais elle ne savait pas, Ménie, qu'il y avait le MLF dans la salle. Et alors, quand elle a commencé à dire que oui, quand même, les homosexuels, ils ont un problème avec la virilité, c'était un langage, mais on ne se rend pas compte aujourd'hui de ce que c'est. Hein. C'était un déficit de virilité, hein, chez les hommes. Hein. On ne parlait pas des femmes, hein, parce que ce n'était pas intéressant, ce n'était pas universel, les femmes, hein, on sait. Et donc, à un moment donné, à force de dire ils souffrent, les pauvres petits, il y a Anne-Marie qui dit « Liberté, nous ne souffrons pas ». Et alors, tout d'un coup, ils prennent la parole et alors, ça y est, c'était fini. C'était un enregistrement public et l'émission a été arrêtée. C'est extraordinaire. Vraiment, alors évidemment, quand on a fait ça, après, on en ressort complètement en pleine forme. Hein. Donc, vous avez rejoint, vous, au sein du MLF, le mouvement, d'abord les polymorphes perverses, puis les Gouines rouges. Oui, parce que c'est marrant comment se fait les choix. Hein. Donc, j'étais allée au local de la rue des Canettes, là où il y avait des tas partout sur les murs. C'était marqué groupe machin, groupe truc. Donc, moi, je cherchais un groupe parce que j'étais nouvelle. Je connaissais personne. Et alors, je vois, tiens, les polymorphes perverses, ça se réunit au Crémain-Bicêtre. Moi, j'habitais Villejuif. C'est à côté, en Solex, hein, ça va très vite. Et les polymorphes perverses, elles étudiaient la sexualité d'après Freud et Marcuse. Et j'étais en prépa, j'avais un prof de philo qui était génial, c'était Sarah Kaufmann, que j'avais eu en Hippocagne. Et on avait fait Freud, et donc moi je savais. Et donc je me suis dit, au moins j'aurais l'air moins bête, je pourrais dire quelque chose. Et donc je rentre dans le groupe des polymorphes perverses, et là, il y avait Margaret Stephenson, il y avait Anne-Marie et Maryse. Et Anne-Marie Grélois, elle voit tout de suite que je suis lesbienne. Elle disait, ouais, t'es une jeune débutante à peine sortie de ton couvent. Ce qui était vrai, entre parenthèses, parce que j'avais été dans une école de bonnes sœurs à Notre-Dame. Et Anne-Marie, elle commençait à trouver que le MLF, ça commençait à tarder la libération des lesbiennes. Hein. Et donc, elle a secoué le cocotier, et c'est elle qui est à l'origine du phare, du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et elle m'a embarquée là-dedans. Et ce qui fait que moi, je la suivais partout, parce que je la trouvais géniale, cette fille. C'est comme ça que je me retrouve, moi, faire partie des premiers groupes du phare. Mais le phare, évidemment, il y a des tas de mecs qui débarquent. Alors on se disait, attention, on n'a pas fondé le phare pour se retrouver encore, nous empêcher de parler. Parce qu'ils ne nous écoutaient pas. Ils n'en avaient rien à faire, évidemment. C'était eux qui les intéressaient. Et donc on s'est dit, bon, puisque c'est ça, on va faire un groupe de liaison entre le MLF et le phare. Et c'est comme ça que ça a donné les Gouines rouges. Parce qu'il fallait bien qu'on se donne un nom. Et c'est à une manif, il y a un type sur le trottoir qui nous voit passer et qui fait comme ça, ce sont des Gouines rouges. Et Christine Delphi, qui n'avait pas son oreille dans sa poche, elle l'a entendu et nous a proposé de nous appeler Gouines rouges. Je dis, oui, c'est génial. Et c'est comme ça qu'on s'est appelé Gouines rouges. Tout se faisait comme ça, je veux dire, dans la joie. On ne savait pas où on allait. C'était bien parce qu'on était poussés. On en avait tellement ras-le-bol de la clandestinité. Moi, mon adolescence, ça avait été dur quand même. Hein. Franchement, tu peux en parler à personne.
puis les relations, ça marchait pas terrible, tu vois, parce que évidemment, moi, je tombais amoureuse d'hétéros. Il n'y avait pas beaucoup d'homos dans le coin. Hein. Oh là là, c'était dur. C'était très dur. Ce que vous pouviez retirer de cet engagement, de l'intégration d'un groupe, c'est à la fois une connaissance par l'étude des textes, par exemple, la socialisation aussi, et puis bien sûr on prenait le thé. Voilà. Et puis alors après, on faisait tourner les tables. Non, mais je raconte ce qu'on faisait parce que c'était pas un groupe. Moi, je participais à des tas de groupes. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y avait une circulation. On n'était pas dans des territorialisations. Justement, le MLF, ça a été faire sauter le territoire. C'était le territoire des femmes, si tu veux. Nous, les femmes. Donc, c'est un immense territoire. Il y a énormément de choses qui sont intéressantes. Par exemple, en 1974, il y a un groupe qui voulait faire un festival de films de femmes, le festival Musidora. Moi, j'adore le cinoche, comme tout le monde. Hein. Donc, je suis allée au festival Musidora. Je suis allée dans les réunions préparatoires. Et là, j'ai rencontré des femmes géniales. Toi, tout était comme ça. C'était vachement bien. On pouvait circuler partout. On ne me demandait pas si je savais faire du cinéma, si je savais tenir une caméra. Je n'avais même pas d'appareil photo. Mais je venais parce que vraiment, on était toutes là. On voulait faire ce festival. Il y avait Nicole Bernheim, Claire Clouzot, des femmes vraiment géniales. Tu vois, c'est comme ça, par exemple, Delphine Seyrig. Elle était là, elle était avec nous. Quand on a fait la campagne là, contre le viol, à partir de 75-76, on avait décidé de faire à la mutualité les 10 heures contre le viol. Bon, mais c'était l'époque où il commençait à y avoir des courants dans le mouvement qui ne s'entendaient plus très bien, tu vois. Et nous, on cherchait un endroit pour se réunir. Ah ben Delphine, elle nous a offert son salon, Place des Vosges. C'était vachement bien, donc il était grand, donc elle pouvait nous accueillir. Tu vois, c'était sympa, elle était comme ça, Delphine. Puis après, elle a fait le Centre Simone de Beauvoir avec Carole Rossopoulos. Elle était avec nous, enfin, je veux dire. Et nous, évidemment, on adorait ces films, surtout qu'elle a tourné avec Marguerite Duras, comment elle s'appelle, Chantal Akerman. Tu vois, elle tournait dans tous les films d'avant-garde. Elle avait vraiment un engagement très intéressant, Delphine. Et évidemment, c'était bien pour nous, tu vois, parce qu'il y avait des recherches d'avant-garde. Oui, et effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du bouillon de culture, finalement, oui. Aussi. Et là, je reviens à Charlotte Kalmis, cette fois-ci, je n'écorche pas le nom, où effectivement, à un moment donné, il y a un chapitre qui est consacré, elle revient, c'est une femme qui revient. Bah oui, forcément, je la voyais tout le temps. Alors, J'ai relevé une citation d'Aline Daladier, qui a réalisé un travail... Aline Dallier, oui. Aline Dallier, pardon, oui. Sur le mouvement des femmes dans l'art. Voilà. C'était une critique et une historienne d'art qui a eu un rôle très, très important. C'est une pionnière, Aline Dallier, qui est toujours vivante d'ailleurs. L'éclectisme théorique, je cite, stimule la création, féminine ou non. Il est symbolique de la liberté de l'individu au sein du groupe et constitue le ferment nécessaire à l'éclatement des écoles et des chapelles qui structurent le marché de l'art. Ça, c'est effectivement pour répondre à la question. Éclatement des structures. Voilà. Et des points de repère. Tout à fait. Aline, elle avait bien vu que c'était la force. Bon, c'était notre groupe La Spirale. Elle l'appelait La Spirale. Elle l'avait fondée en 72, donc elle aussi, elle était pionnière. Hein. Moi, je l'ai rencontrée en 74. C'était l'époque où on faisait des groupes sorcières. Et alors, Monique Wittig, elle était allée aux États-Unis, puis elle était revenue avec un mode d'emploi, comment faire des rencontres à minuit, en pleine lune, dans la forêt, en cercle, avec des bougies et tout. Moi, je me pelais de froid et j'avais compris que c'était pas mon truc, tu vois. Mais on continuait à vouloir faire un groupe sorcière. Alors, il y a Becky qui a dit, j'ai rencontré une femme, mais vous savez, elle est bourgeoise, hein, mais enfin, quand même, on va la voir. Et alors, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Glyphe avec Charlotte, son amie Marie-Joseph, et puis nous, les copines, Jeanne, Frédéric, etc., qui l'avaient rencontrée. Elle faisait une exposition. Elle venait de sortir des poèmes
un recueil de poèmes qui s'appelle « Les chants roux de la femelle ». C'est comme ça qu'elles s'étaient rencontrées. Et alors, on a eu notre première réunion. On a dit, bon, allez, OK, on fait un groupe sorcière. Et puis, on se réunissait le dimanche, donc toujours pour faire ces méditations. Alors, Charlotte, elle a bien compris qui on était. Alors, elle disait, je ne suis pas un gourou, je suis ni Dieu ni maître. Alors, nous, on disait, ouais, je suis un catalyseur d'énergie. Alors effectivement, il y a un éclectisme dans les modalités d'action. On le voit bien dans tout ce que tu as énuméré, la navigation entre les groupes, ce n'est pas figé, la variété des groupes, la variété des thèmes, et puis les différentes formes de mobilisation à la fois par la création, par la discussion, par la connaissance, et puis par le happening, le boycott de conférences. Ouais. Alors, j'ai particulièrement noté l'action à San Remo, notamment, qui est quand même Ah oui, alors là, glaçante. ça c'était quelque chose. Il y avait un congrès de psychiatres à San Remo, en Italie. C'était en 72 ou 73. Hein. Et c'était des mecs qui pratiquaient des lobotomies d'homosexuels. Je ne sais pas si vous voyez. Guérir en Espagne. l'homosexualité par la neurochirurgie. C'est ça. Alors, Françoise Daubonne, parce qu'elle adore ça, elle est toujours la spécialiste de ce genre d'action, elle a dit, on va aller mettre une bombe à San Remo. Toi, carrément. Nous, on dit, OK, on y va. Et alors, c'était vachement marrant parce que le problème, c'était de passer la frontière, parce qu'elle avait le don pour alimenter le danger, tu vois. Alors, on avait l'impression qu'on allait faire une action extraordinaire. Moi, ça m'avait foutu la trouille, hein, je dois dire. Mais enfin, on descend quand même, je descends en stop et tout. Et nos copains, il y avait des jeunes, tu sais, un garçon, une fille, ils avaient mis sur leur voiture « Just Married ». Et alors, en passant à la frontière, les douaniers qui leur disaient « Coucou, c'est bien », tu vois. Je veux dire, c'était ce genre d'atmosphère qu'il y a. Et puis finalement, on a rencontré les Italiens du Fuori. Et les Italiens aussi venaient de fonder la même chose que le Phare en France. Hein. Françoise a pris la parole. Elle a été filmée par la télé, tu vois. Et puis nous, on est partis en 4e vitesse. Et le lendemain, il devait y avoir la fameuse bombe. Et en fait, c'était des boules puantes ou un machin comme ça. Mais on avait réussi notre coup puisque la télé a filmé Françoise en train de parler, tu vois. Ça a été évacué, la conférence a été évacuée. Oui, ça c'est terminé. Par la force. Françoise Daubonne, ça c'est vraiment, il y aurait plein de choses à raconter sur Françoise. Alors effectivement, on voit aussi, et là c'est le côté outil un petit peu de votre ouvrage aussi, c'est qu'on rencontre un grand nombre d'individus qui vous ont accompagné, qui ont croisé votre chemin plus ou moins longtemps. Et effectivement, on a là quand même 2 générations. Oui, Françoise, elle avait l'âge de ma mère, alors tu vois. Mais ça ne se voyait pas, si je puis dire. Non, elle était formidable, Françoise. Alors, est-ce qu'il y avait un rapport particulier, un apport particulier d'une génération à l'autre? Évidemment, évidemment. Il y avait cette espèce d'entraînement. Et d'ailleurs, je trouve qu'elles avaient de la patience, parce que nous, on était très jeunes, hein, quand même. Toi, quelquefois, il faut se farcir les jeunes. Hein, quand tu as de l'expérience déjà politique et tout ça. Il y avait une telle ambiance, il y avait une telle atmosphère de découverte qu'en fait, même pour elles, c'était nouveau. Et puis, il y en avait des tas qui nous disaient « depuis le temps que je vous attends, depuis le temps que j'attends ça ». C'était ça aussi. Hein. Ça explique le succès formidable. C'est qu'il y avait une attente inconsciente chez les femmes. Et puis, on est arrivé là, tu vois. Alors, il y a un rapport, notamment quelqu'un comme Françoise Daubonne, mais aussi Simone de Beauvoir. Ah bah oui. Je suis venue ici parler de Simone de Beauvoir, non? Ouais, hein? J'ai fait un bouquin sur Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir et les femmes. Eh ben oui. Alors, j'ai fait partie d'un groupe avec Beauvoir. Et ça, c'est l'ouverture qu'il y avait à cette époque-là. Une petite jeune étudiante comme moi, 25 ans, qui commençait sa thèse d'histoire. Beauvoir qui dit, voilà, je voudrais fonder un groupe d'historiennes parce qu'il y a Sartre qui prépare des émissions de télévision pour Antenne 2. Et puis, je l'ai convaincue de faire aussi les femmes.
Donc j'ai besoin d'histoire, mais c'est vrai, Beauvoir, elle ne connaissait rien en histoire. Vous avez qu'à voir dans le deuxième sexe, elle est nulle. Bon, nous, on a dit, il y avait Liliane Candel, Christine Forêt, Geneviève Fraisse et tout ça. Ok, on y va, tu vois. Et alors, du coup, il y a une copine qui a découvert Marguerite Durand, parce qu'on ne connaissait pas la bibliothèque Marguerite Durand. Elle disait, les filles, j'ai trouvé un endroit formidable. Regardez, j'ai trouvé un journal qui s'appelle Lutte féministe en 1914. Vous vous rendez compte? Elles ont un article, c'est Madame ou Mademoiselle en 1914. Alors, nous, on n'en revenait pas. On disait, c'est pas vrai. On a commencé à s'intéresser à la Belle Époque. Tu vois, parce que l'émission, le principe de l'émission, c'était depuis la naissance de Sartre jusqu'aux années 70, toi, 1906. Donc, on avait quand même un grand éventail. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler. Et donc, on allait chez Beauvoir, qui nous recevait chez elle. Alors, elle se mettait sur le petit bord de son divan, là. C'était marrant de la voir. Comme si on l'intimidait. Je ne sais pas. Nous, on était assises par terre. Comme ça, on était très excités. Tu imagines travailler avec Beauvoir. Enfin, moi, je ne me rendais pas compte, mais je subissais l'excitation des copines. Toi, Liliane Candel et Cathy Bernheim, par exemple, elles faisaient la rubrique « Le sexisme ordinaire » dans les temps modernes. Et puis aussi, Beauvoir nous avait donné un numéro spécial des temps modernes sur le thème « Les femmes sans tête ». On avait fait en 1974 « Les femmes sans tête ». Et moi, j'avais écrit un texte. S'-E-N-T-E-S. C'est ça. Et ça avait été génial parce que finalement, Beauvoir, elle avait été obligée d'accepter. Parce que, par exemple, il y avait Evelyne Roche-Dereux qui avait fait un texte qui s'appelait « La Guéna Goudou », où tous les mots masculins les mettaient au féminin. Et alors, le texte d'Evelyne nous était revenu avec les corrections de Beauvoir. Non, non, non. Alors, on lui a dit, c'est pas moi, hein, c'est Liliane et tout ça. On a dit, c'est à prendre ou à laisser. Ou bien vous nous laissez le texte entier, ou bien on ne le fait pas. Alors, du coup, Beauvoir, elle a cédé. Il y avait des récits de rêve aussi. Dans les temps modernes, je ne sais pas si vous voyez, c'était complètement nouveau comme approche. Et ça a eu beaucoup de succès, Les femmes sans tête. Ça a été réédité en poche. Après. Donc voilà, on avait ce genre d'expérience avec Beauvoir, qui de son côté avait des problèmes avec Sartre, parce que Sartre, il y avait les gauchistes qui avaient mis la main sur lui et qui voulaient empêcher Simone d'aller voir Sartre. C'est quand même assez grave ce qui se passait. Et donc nous, on l'a bien aidé à retrouver un peu de la force par rapport à Sartre, tu vois. Il faut quand même que je dise, bien que Beauvoir n'ait jamais dit qu'elle avait des liaisons sexuelles avec des femmes, c'est ce que je lui ai reproché, moi, dans mon livre Simone de Beauvoir et les femmes, hein, qu'elle n'ait jamais parlé positivement de l'homosexualité. Dans le deuxième sexe, notamment... le chapitre sur la lesbienne, c'est terrifiant, hein, franchement. Eh bien, elle se retrouvait quasiment qu'avec des lesbiennes, hein, entre parenthèses. Hein. Et, elle était heureuse, vraiment, elle était avec les jeunes, elle se sentait bien. Mais il y avait toute une dimension du MLF qui lui échappait. Elle en était encore à l'indépendance économique. Et nous, on était dans la libération sexuelle. Mais elle ne voulait pas en parler. C'était tabou. Enfin, je veux dire, elle ne voulait pas en parler. Donc, elle n'en a pas parlé. Bien que Alice Schwarzer, Alice, elle était avec nous, elle a fait un film sur Beauvoir. Oui. Et quand même, elle a réussi à la filmer quand Beauvoir se promène bras dessous avec Sylvie Lebon de Beauvoir. Elle a essayé de lui faire lâcher le morceau, mais elle n'a jamais voulu Beauvoir. Non, mais tout ça, c'est pour dire comment la vie intime, la vie, amoureuse, interfère dans la pensée et réciproquement. Il y a aussi bien d'autres types, d'autres actions, des actions, disons, un petit peu des combats qui sont menés de haute lutte, celui pour la décriminalisation de l'avortement, la contraception libre et gratuite. Ah oui, ça a été là aussi quelque chose d'irrésistible. Et puis, on a eu comme récompense Simone Veil qui est arrivée. Mais ça a démarré avant, avec le MLAC, le film Histoire d'A, qui était projeté de manière militante partout.
Censuré. Voilà. Et il y avait des copies qui circulaient comme ça. Et puis, après chaque projection, il y avait la fondation d'un groupe MLAC. C'est ça qui a donné une force extraordinaire à ce combat collectif. Et puis, il y avait des avortements, il y avait des pratiques d'avortement avec la méthode Karman. Moi, j'ai assisté. Alors là aussi, c'est pareil, c'était pour vous montrer ma curiosité vraiment insondable pour tout ce qui concernait les femmes. Un jour, je sais pas, on me dit, chez Delphine Seyrig, là, il y a une démonstration de la méthode Karman. Je dis, ah ben j'y vais, parce que bon, je connaissais Claire, la secrétaire de Delphine, c'est elle qui m'avait dit. Je dis, ok, j'arrive, on me demande rien, hein. J'arrive, et puis je vois la méthode Karman. Tu vois, c'était Pierre qui faisait la démonstration. Et cette méthode-là, elle a été un instrument de lutte formidable parce que l'avortement devenait quelque chose de beaucoup moins dangereux qu'avant. Il y a beaucoup d'éléments pratico-pratiques finalement sur l'organisation du mouvement. Finalement, il faut comment dire est-ce qu'on comment récolte, fonctionne. Voilà, comment est-ce qu'on récolte de l'argent oui. Voilà. Pour la Mutu, par exemple. Voilà. Je vais donner un exemple. Quand on a décidé de faire les journées de dénonciation des crimes contre les femmes, à la mutualité, parce qu'à l'origine, c'était pour organiser le soutien des femmes qui risquaient d'être accusées dans des procès pour avortement, celles qui avaient signé les manifestes. Puis très vite, ça s'est complètement élargi à des tas de choses. Et nous, les Gouines Rouges, on est intervenus dans ces journées-là. Hein. Donc, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on va trouver le fric, parce que c'est quand même pas donné, la Mutu. Hein. Par exemple, Alice Schwarzer, elle fait une interview de Beauvoir qu'elle va vendre au Nouvel Obs. Alice Schwarzer, donc c'est elle qui a fait Emma, le journal Emma. Elle était très douée pour faire ce genre de choses-là, Alice, ouais. C'est un livre magnifique. Et puis, grâce au fric qu'elle a gagné, elle a fait un agenda. Et grâce à l'agenda, elle a fait Emma. Voilà, c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Et on faisait des quêtes. On avait un seul compte en banque. C'était le compte de FMA. C'était l'association de Anne Zelensky, Christine Delphi et Jacqueline Fellman. Donc, c'était les trois qui avaient fondé FMA. Il y avait un compte en banque. Et on s'en est servi tout le temps. Et tout l'argent qu'on gagnait, par exemple les femmes sans tête ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi, on mettait l'argent sur le compte et puis ça servait aux actions collectives. À financer d'autres actions. Un autre jalon important, c'est la mobilisation contre le viol. Où là, on voit qu'on rentre aussi dans le dur à nouveau. Ah ouais. Là, c'était beaucoup plus dur parce que là, c'était la violence. Hein. Là, c'était la violence, voilà. On avait commencé dans la joie et là, on a pu se colter la violence parce que on s'était construite. On ne commence pas par la violence. C'est pas possible. Il faut quand même avoir une colonne vertébrale déjà pour affronter ce genre de problème. Et en fait, ce sont deux amies belges, Anne Tonglé, merci, et son amie Araceli, qui ont été violées dans les calanques de Marseille. Elles sont féministes, elles sont lesbiennes et elles décident de porter plainte. C'est comme ça que le combat a commencé. Il y a eu le procès d'Aix. Hein. Ensuite, il y a eu à Marseille, c'est repassé. Il se trouve qu'un des avocats des mecs, c'est le mec du FN, là. Comment il s'appelle ? Gilbert Collard. Ouais, Collard, c'était un avocat, ouais. Donc le problème, c'était de passer de coups et blessures, parce qu'au début, c'était sous l'inculpation de coups et blessures, donc elles ont plaidé crime. Et c'était ça l'enjeu. Et après, on a fait les 10 heures contre le viol. Et après, il y a Gisèle Halimi. Bon, elle a été très bien, Gisèle Halimi. Elle a eu une action très importante. Et donc, elles ont réussi, parce qu'au début, elle n'y était pas, Gisèle. Elle est devenue l'avocate de Anne après. En impliquant choisir. C'est ça. Il y a tout un travail des avocates qui a été fait, très important. Parce que, oui, le mouvement, c'est aussi... Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans le droit. Parce que on apprend ce que c'est que la loi, combattre la loi.
C'était en 78, hein, je crois. Je crois que je me suis trompée dans les livres, j'ai mis 77. C'est en 78 que la loi a changé. Et c'est devenu un crime. Donc effectivement, là, il a fallu aussi affronter un déni aussi. Un déni et la peur. Voilà. Parce que quand on faisait des réunions sur le viol, les filles, après le soir, elles avaient toute peur d'aller dans les rues. Tu vois, alors que moi, je circulais souvent, tu vois. Forcément, ça nous foutait la trouille. On affrontait quand même des choses qui ne sont pas faciles à dire, à raconter, tu vois. C'était important. Mais de toute façon, le viol, on en a parlé dès le début du mouvement, parce qu'il y a Emmanuel, il avait signé Durand, et son nom, c'était Emmanuel de Lesseps, Manu de Lesseps, qui faisait partie d'ailleurs des 10 femmes qui ont déposé la gerbe aux soldats inconnus. Manu avait écrit un texte dans Libération des femmes à Zéro, déjà contre le viol, où elle racontait un viol ordinaire. Il a fallu négocier pour conserver ce texte. Parce que Maspero, enfin François Maspero, c'était l'autre, oui. il disait mais que ça vient faire là un texte sur le viol. Les filles ont dit si vous n'en voulez pas, on se retire. Et alors il a accepté qu'il y ait tous les textes. C'est ça la force, hein. C'est ou tout le monde ou rien. Et donc effectivement, c'est ce qui, vers la fin dans le dernier tiers du livre, qu'on voit poindre, c'est finalement des divisions au sein du mouvement. Ah bah oui, mais ça avait commencé très tôt. Qui sont les violences au sein du mouvement, voilà. Oui, parce qu'il y a forcément des pratiques hégémoniques qui se mettent en place, et en particulier, le plus gros problème qu'on a eu, c'est avec Psychanalyse et Politique, le groupe Psychanalyse et Politique, et plus précisément Antoinette Fouque, qui voulait laisser son nom dans l'histoire comme fondatrice du MLF, dès 68, attention. Donc, tu vois, qui n'a eu de cesse. Bon, ce que je démontre, qui n'a eu de cesse, d'abord, c'était le territoire de la parole, parce qu'il y avait une distribution des territoires. Monique Wittig, c'était l'écrit quand même, elle ne pouvait pas contester ça, parce que Monique, en plus de ça, elle avait eu le prix Médicis. Donc, pour l'Opoponax, vraiment, c'est pas Antoinette qui l'avait écrit, je pense pas. Mais elle a dit quand même que les guerrières, elles avaient beaucoup discuté, etc. Tu vois, elle manque pas d'air. Donc, au début, tu as la parole, c'est Antoinette, l'écrit, c'est Monique. Et puis, en 73, elle fonde la maison d'édition. Donc, elle s'approprie l'écrit. Et puis petit à petit, elle a une pratique. Alors que nous, justement, on ne signait pas les articles, tu vois, on disait nous toutes les femmes, etc. Et elle avait son groupe. Bon, il y a beaucoup de filles qui ont décrit ça. C'était une forme de maternité. Enfin, là, j'analyse le problème de la maternité chez elle, parce qu'elle a eu la sclérose en plaques. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'il ne fallait pas qu'elle ait d'enfants et qu'en accouchant, ça a déclenché le mécanisme, enfin c'est ce que on dit les médecins. Et alors, elle a développé une culpabilisation des femmes qui veulent tuer leur mère à travers leur corps, etc. Donc, il y a eu un problème très dur à vivre pour les filles qui étaient dans le groupe. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont quitté ce groupe, complètement démoli. Mais c'est tout le problème du rapport à la mère que j'aborde sous différents angles dans le livre, à la fois à travers ma propre mère, à travers la mauvaise mère, je dirais, parce que pour moi, Antoinette, c'est la mauvaise mère, et la mère... Initiation. Oui, c'est ça, la mère initiatique, Charlotte, qui est, elle, dans l'amour inconditionnel, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire la mère qui nous donne naissance, qui nous aide à naître, en fait, qui a été Charlotte pour moi, parce que, comme elle disait, je vois ton potentiel, je reconnais ton potentiel. Elle avait raison, mais moi, je ne le voyais pas, mon potentiel. Donc, elle est une vraie mère, c'est-à-dire elle reconnaît ce que je deviendrai, d'une certaine manière. Et elle m'aide à avoir confiance. Tu vois, elle avait une confiance vraiment, c'était formidable.
Et vous avez celle qui tue, c'est-à-dire celle qui veut régner seule, toute seule, sur un groupe. C'est elle qui a tout fait, c'est elle qui pense tout, etc. Donc, la mère, c'est un des gros problèmes de notre société parce que c'est une relation qui est très peu symbolisée, la relation à la mère. Et donc, nous, on a dû travailler la relation à notre propre mère et l'absence de symbolisation, justement. Parce que la mère spirituelle, par exemple, ça n'existe pas. Le père spirituel, c'est Dieu le Père. Hein, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas de féminin dans la religion chrétienne. Hein. Le féminin, en dehors, il est vierge. Par exemple, quand vous voyez chez Platon, quand il parle de la maïeutique, hein, la sage-femme, c'est-à-dire celle qui accouche, ben c'est ça la mère spirituelle. C'est la maïeutique. Mais jamais on a analysé la maïeutique comme une maternité spirituelle. C'est extraordinaire, hein? Vous ne trouvez pas? La maïeutique, celle qui accouche les esprits. Et ça va être mon prochain livre, ça. Voilà. Moi, si tu veux, j'ai du mal à associer le nom de mère, comme tu viens de le faire, par rapport à celle qui t'a construite dans l'esprit, dans ton devenir, celle qui avait vu en toi. Il n'y a pas d'autre mot que mère, moi, ça me dérange. Ah bah oui, je veux bien, moi, si tu en trouves un. Elle disait catalyseur, mais tu vois, c'est pas poétique, ça. Non, parce que je voulais reprendre la question à cause de la GPA. Tu vois, il faut se recoltiner le problème. Tu comprends? C'est dans cette perspective-là. Aujourd'hui, il se passe des choses vraiment tellement dangereuses et inquiétantes. Moi, j'ai un peu connu comme toi des gens qui m'ont apporté, qui m'ont construite. C'était des femmes. Je peux pas y mettre le mot mère. Ah, c'est marrant. Pour moi, ce serait incestueux. Ah, c'est drôle. Parce que moi, alors là, pas du tout. Hein. Maintenant, on dirait sororité, mais pas avec le décalage d'âge, tu vois. Il n'y a pas le féminin de mentor. Ben écoute, il faut réfléchir. Moi, je suis d'accord pour réfléchir. Ouais. Il y a un chapitre qui est consacré au travail avec le groupe Rivolta Femminile à Milan. Ouais. Et les Italiennes, attention, c'est effectivement, quelque chose. Il y a eu aussi un effort de théorisation. Alors je lisais, ne crois pas Michel avoir Cos, de droit. Tu vois, Michel Cos, qui était en Italie à l'époque, et elle a traduit le manifeste Rivolta Femminile, et puis elle nous a envoyé à Paris. Moi, j'ai retrouvé dans les archives de Christiane Rochefort, parce que ça fait longtemps que je voulais écrire ce livre. C'est Josie qui faisait des enquêtes déjà sur le mouvement, tu vois. Et moi, je participais au groupe. Hein, c'était déjà 75, 76. Et je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai eu entre les mains les archives de Christiane Rochefort. Et j'ai vu la lettre de Michel Cos que je cite dans mon bouquin, tout au début, où elle nous écrivait de Rome en disant « Voilà, j'ai rencontré une femme formidable. Je croyais que les femmes avaient fait plus de chemin, écrit-elle. » Elle était assez effrayée de tout ce qu'elle entendait chez les hétéros, tu vois. Mais ça fait rien, elle était là tous les jours à toutes les réunions. Et donc, c'est elle qui nous avait envoyé ce manifeste. Nous crachons sur Hegel, Carla Lonzi. Voilà, une femme géniale, vraiment, absolument géniale. Donc en Italie, évidemment, il y avait déjà dans les villes, hein, à Rome, à Florence, à Milan. Et ce qui nous permet de souligner que le mouvement des femmes, c'est un mouvement international. Très tôt, Absolument. Il y a eu des relations, ça ne s'est pas arrêté aux frontières nationales. Non, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Je parle des Allemandes aussi, parce que moi, j'ai eu une histoire d'amour avec une Allemande. Donc, je parle aussi des Allemandes, beaucoup d'Amerlocs. Ouais. Mais il y avait des Amerlocs ici. Margaret, moi, c'est une des premières que j'ai rencontrées au mouvement. Margaret. Il y avait des femmes de tous les pays, c'était génial. Il y en avait qui arrivaient de familles d'Europe centrale aussi. Il y avait vraiment un mélange qui était très enrichissant. Moi qui venais de ma Normandie, tu vois, c'était hyper enrichissant. Kate Millett a été citée, effectivement, pour clore sur la présentation du livre, puis commencer à discuter avec la salle. Vers la fin du livre, finalement, parmi les éléments d'analyse qui, me semble-t-il, permettent d'analyser la fin d'une époque, la fin d'une période, il y a aussi bien l'Iran. Ce qui se passe en Iran, la révolte des femmes en Iran. Et le backlash qui s'ensuit, surtout. Elles ont manifesté contre le voile.
La liberté n'est ni occidentale ni orientale, elle est internationale. Ça, c'est drôlement important comme slogan. Et Kate Millett se trouvait là-bas au moment de la révolte des femmes, en même temps d'ailleurs que Foucault, qui s'est mis le doigt dans l'œil, vraiment. C'est cité de Foucault, là, pour le coup. Ah oui, je suis contente de l'avoir bien épinglé, quand même. Parce que lui, il n'a pas vu les femmes. Il a vu que les mollahs. Vraiment, c'est quand même incroyable. Pour un type qui a fait un livre sur l'histoire de la sexualité, quand même, je veux dire, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que la sexualité s'il ne voit pas les femmes Merci beaucoup, en tout cas, de cette riche présentation. Oui, ça me réchauffe. T'as vu un peu? Merci. Je vais commencer par une question très classique. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien, parce que tout simplement, je me pose cette question et que j'aimerais bien la compléter sur l'encyclopédie participative qui est Wikipédia. Il est noté donc qu'il y a 9 femmes qui ont participé au dépôt de gerbes, donc pied de l'Arc de Triomphe, à la femme du soldat inconnu. Ouais. Dans le Wikipédia, il y a marqué 9 femmes, ils en citent 5. Vous avez dit 10, et pourriez-vous, du coup... moi, je les cite, moi, dans mon bouquin. Les citer pour qu'on puisse les compléter sur la feuille Ah oui, Wikipédia. faites-le. Sur mon bouquin, vous le trouvez, je les cite, en note. Mais moi, j'y étais pas. Est-ce qu'à nous toutes, on peut les citer ou pas? De façon participative. Margaret Stevenson, Gilles Wittig, Monique Wittig, Christiane Rochefort, Ouais. donc Claudine, il y a Manuel de Lesseps. Cathy Bernheim, Christine Oui, Delphi, Cathy Bernheim, Namaskar Catherine Shaktini. Dedon. Catherine Dedon. Et Namaskar Shaktini. Oui, Namaskar, c'est Margaret Stevenson. Ah d'accord, c'est son nom. C'est la même. D'accord. Ouais, elle a changé de nom. Donc il y a Françoise Daubonne n'est pas dans les 10. D'accord. C'est noté. C'est les copines de Monique et Christine. Parce qu'à l'époque, Monique et Christine avaient une liaison. D'accord. Je me permets de révéler Se voit dans l'histoire de cœur. Vous tenez une posture courageuse aujourd'hui, qui est, il me semble, celle qui est dans la continuité du féminisme révolutionnaire que vous avez tenu avec Françoise Daubonne au sein de l'UMLF ou du phare. C'est la question évidemment de la GPA, mais également la question de la PMA. Alors voilà, est-ce que vous pourriez réactualiser justement les arguments qui posent en effet la perspective politique de votre position sur, y compris donc la PMA? D'accord. Pour les femmes. Et donc c'est important, il me semble. Oui, alors moi je me suis opposée à la PMA pour les femmes en bonne santé, parce que quand on dit la PMA pour toutes lesbiennes ça veut dire qu'elles ne sont pas stériles, elles sont en bonne santé. Donc, déjà, moi, je trouve qu'il y a un problème quand même, parce qu'on va aller demander à la médecine, à des cliniques, de faire des opérations sur des femmes en bonne santé. Alors que c'est quand même assez facile de se débrouiller autrement. On a su le faire. Alors, ma première critique, c'est la médicalisation de la procréation. Cette médicalisation s'inscrit tout à fait dans le développement forcené du néolibéralisme, qui a découvert un nouveau champ d'extension qui est le ventre des femmes. On nous prépare la congélation des ovocytes, surstimulation ovarienne, c'est-à-dire les femmes, ça devient vraiment des centres de production d'ovocytes, c'est-à-dire au lieu d'en produire un par cycle, on va en produire 15. 15 par cycle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec la moitié pour la recherche fondamentale et l'autre pour les femmes. Donc on va les congeler, mais on ne sait même pas si ça va marcher, parce que quand elles seront foutues à la porte à 40 ans et qu'elles pourront faire un gosse, avec les ovocytes congelés, excusez-moi, mais là, il y a quelque chose de très, très inquiétant qui est en train de se mettre en place. Alors donc maintenant, les manipulations, l'eugénisme et tout ça, parce qu'il y a sélection des ovocytes, etc. Donc on est en train de glisser sur une pente quand même hyper dangereuse, Moi, je trouve, la médicalisation. Alors, c'est pareil pour les accouchements, c'est hyper médicalisé. Alors maintenant, on a 20% de naissances par césarienne. C'est beaucoup plus important qu'autrefois et ce n'est pas du tout nécessaire. Donc, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire pour diminuer le nombre de césariennes, parce qu'il vaut mieux naître par la voie du bas que par la voie du haut.
Parce que ça te immunise. Moi, qui suis née par la voie du haut, je sais que je suis un tempérament allergique. Ça vient aussi de ça. Je pourrais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, Marie-Jo. Je te tutoie si tu permets, parce que je crois qu'on a fait quand même pas mal de chemin ensemble. Je voulais te dire que dans les années 80, on a fait, nous, un groupe d'auto-insémination. C'est-à-dire qu'en effet, pour les lesbiennes, il n'y avait pas besoin de médicalisation, il n'y a pas besoin de clinique, il n'y a pas besoin de traitements hormonaux. Il y a simplement besoin de trouver des donneurs. Et à l'époque, c'était des donneurs, des militants, en effet, du phare, qui avaient accepté politiquement d'être des donneurs biologiques. On a dit aux femmes, comme on l'a fait, nous, pour l'avortement. Et après, j'ai participé donc à des avortements par la méthode Karman, et ensuite on a fait des groupes d'auto-insémination. Et notre rôle était de dire aux femmes, vous n'avez absolument pas besoin de médecins, et simplement apprendre à connaître votre cycle pour pouvoir savoir au bon moment où vous pouvez vous auto-inséminer avec votre copine et pas dans les cliniques. Bon. Et ça a existé dans les années 80. On a fait les auto-inséminations, on a créé un groupe de lesbiennes et enfants avec le centre de santé de Genève, et on a pendant plusieurs années... Voilà. Que j'ai rencontré il y a un mois. Exactement. Mais donc ça a existé. Et maintenant, quand on parle de PMA, je suis comme toi. Je suis en train de dire sur Toulouse, il n'y a pas besoin, absolument pas besoin de revendiquer d'avoir accès à la banque de sperme, puisque à ce moment-là, on fait des lesbiennes, des femmes dépendantes. On considère que la PMA, c'est pour les femmes stériles qui avaient besoin à ce moment-là d'avoir une mainmise de la médecine pour avoir des inséminations. Alors que les femmes lesbiennes peuvent procréer, elles ne sont absolument pas stériles. Et on peut s'auto-inséminer nous-mêmes dans des conditions agréables et joyeuses. Et je pense qu'on n'a absolument pas besoin des cliniques qui en font un business actuellement effroyable. Absolument. À Barcelone, à Genève, enfin à Belgique aussi. Ça ne marche pas toujours en plus de ça. Il faut qu'on refasse des groupes pour qu'actuellement on considère qu'on peut très bien trouver une solution. Et tu ne peux pas écrire un texte là-dessus, parce que tu sais, moi on me questionne, vu que je suis une des rares lesbiennes à avoir pris publiquement position contre la PMA, donc on me questionne. Mais si je pouvais avoir ton témoignage, ce serait vachement bien, ça me renforcerait, parce que c'est ce que je dis, moi, en général. Je dis, on n'a pas besoin d'aller dans une clinique. Alors, je vais te donner une information, c'est qu'à Toulouse, il y a à peu près 5 mois, on a voulu faire justement, à l'espace des diversités, de faire un témoignage sur l'auto-insémination. Et le jour où il y avait cette conférence-là, ça n'a même pas été inscrit dans la site des conférences. Et des femmes qui sont venues, on leur a dit, cette conférence n'existe pas. Faut en faire une autre. Non, il ne faut pas se laisser faire. Hein. Franchement, c'est très important. Donc, je pense que ça dérange de redire aux femmes qu'on peut très bien trouver la solution nous-mêmes. On n'a absolument pas besoin de... Mais ça dérange le marché. Exactement. Les gynécologues, tu parles, c'est juteux. Tu te rends compte maintenant? Les laboratoires et tout ça, parce que ces ovocytes-là qui sont surnuméraires, ils vont le vendre. C'est un vrai trafic, ça. Tu comprends exactement. Non, mais écris, s'il te plaît. Et puis moi, je le citerai dans mes articles Oui, parce que en fait, nous, quand on a commencé ce groupe-là d'auto-insémination en 80, ce sont un groupe de Londres qui avait déjà fait pendant une dizaine d'années l'auto-insémination et qui nous ont envoyé toutes les références et toute la pratique. On a pris le relais à Paris. Donne-moi des infos comme ça, parce que moi... Je te donnerai la brochure. Parce qu'il y a les Italiennes qui m'invitent régulièrement, tu sais, Archi Lesbica, parce qu'elles sont contre la GPA et tout ça. Et donc, je dois encore faire un article pour le mois de décembre. Parce que moi, j'aborde aussi la question éthique, parce que c'est quand même ça qui n'est jamais abordé. De l'autonomie de notre propre sexualité. Oui. Oui, je pense qu'il faut... C'est bien, je suis contente, moi, parce que je vais pouvoir le dire maintenant qu'à Toulouse, il y a eu des pratiques comme ça. Mais Jacques Testard, il en parle, tu sais, dans ses bouquins. Il dit exactement. Exactement, il dit qu'il n'y a absolument pas besoin d'intervention médicale. C'est ça. Moi, juste, je voudrais vous demander si vous pouviez développer en 2 mots, qu'est-ce que vous entendez par la question éthique, voilà. La question éthique, c'est est-ce qu'on a le droit de demander à des femmes de faire un enfant et de l'abandonner à la naissance? Et pour la PMA, pour moi, la PMA, c'est pareil, ça pose la question de la double origine. Je veux dire, nous, l'espèce humaine a une double origine, paternelle et maternelle. Hein, on a 2 racines, on a 2 branches à notre arbre généalogique, on le sait toutes. Hein.
sauf dans certains cas de naissance sous X, mais on sait quel drame c'est la naissance sous X pour les enfants qui recherchent leurs origines. J'estime qu'on n'a pas le droit de mettre au monde un enfant en le privant d'une partie de ses origines. Moi, je suis contre le don anonyme de sperme. Dans ces groupes-là qui existaient à ce moment-là, dans les années 80, c'est-à-dire que nous ne faisions que donner l'information qu'on n'avait pas besoin d'être dans l'encadrement médical, mais pour la question de la paternité, c'était les femmes qui faisaient la transmission qui décidaient elles-mêmes si elles voulaient qu'il y ait une reconnaissance du donneur ou si elles ne voulaient absolument pas. Et à ce moment-là, à l'époque, on avait trouvé comme solution de mélanger les dons de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de recherche de paternité. Mais ce n'est pas de notre ressort à nous de demander ce qu'elles voulaient faire. C'était les femmes qui décidaient. C'est là que se situe la question éthique, en fait. Mais quand on fait des inséminations sur des femmes qui sont stériles dans un couple hétéro, l'enfant pense que le père qui est reconnu est son vrai père, alors que ce n'est pas son père biologique. Mais absolument, ils ont caché. Les premiers sécos, c'était pour résoudre la stérilité masculine dans les couples. Et donc, ils ont décidé de faire le don anonyme pour que le mec il continue de se croire le père tout-puissant, créateur, etc. Et donc, c'est la première erreur à la base, tu vois, parce que c'est devenu une pratique. Non, mais c'est l'amour que tu apportes quand tu éduques un enfant, que ce soit deux hommes, deux femmes, c'est ça qui l'éduque. Je te parle de racines, d'où tu viens. Et c'est important de connaître aussi le terrain. Je veux dire, quand tu es malade, on te demande, et ton père et ta mère, est-ce qu'ils ont eu un AVC? Est-ce qu'ils ont eu un cancer? Est-ce qu'ils ont eu ceci, cela? C'est le terrain, tout simplement. Ouais, et on répond à la question, on le sait en général. Donc, que c'est quand même important de connaître le terrain. Puis même, c'est une question, même quand on a des parents, on se demande si vraiment on est bien l'enfant de ses parents. Moi, je me suis posé la question, évidemment, parce que ma mère disait que je ressemblais à personne, hein, toi, c'est agréable. Et donc, je me dis, bon, de ce cas-là, je suis un enfant de Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Hein, je ressemble à Dieu, hein, tant qu'à faire. Non, mais c'est pour dire que le problème identitaire, c'est quand même important. Si je peux me permettre d'intervenir, justement, parce que moi-même, j'ai fait un parcours, justement, de don de sperme anonyme. Je suis lesbienne, hein, voici ma compagne à côté. Je pense que je suis loin d'être la seule d'avoir fait ce genre de parcours. J'ai des copines qui sont ensemble depuis longtemps. Qu'elles, ça leur a réussi. Moi, j'ai arrêté parce qu'il fallait que j'aille plus loin et j'ai arrêté pour d'autres raisons. Elles ont 2 enfants, tout ça, etc. Enfin, je veux dire, ça fait quand même partie on va dire, de l'évolution, de l'actualité. Et moi, je vous le dis comme je le pense, je suis assez choquée par votre position là-dessus. Je vous rejoins pas. La question identitaire, bien sûr, tout le monde se la pose. Après, il y a différentes façons, je pense, d'y répondre. Il y a aussi des enfants qui naissent orphelins, tout ça, etc. Moi-même, je travaille à la protection de l'enfance, c'est pour vous dire. J'ai même travaillé auprès des services des accouchements secrets, qui se disent plus sous X d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a des questions comme ça. Je suis pas sûre que la position d'être contre la PMA, ça résout ce genre de questions-là, quoi. Pour le coup, ça me déçoit un petit peu parce que moi, je vous ai bien aimé pendant très longtemps avec tous vos bouquins et tout ça. Hein, voilà, hein. Et ça n'enlève pas tout ça, d'ailleurs, vraiment. Ah, c'est sympa. Tout à fait. C'est bien pour ça que j'interviens, que je le dis. Moi, je pense que ça fait partie de l'évolution. Il faut le mettre au travail. Je suis tout à fait d'accord. Les questions éthiques, elles sont essentielles. Mais je crois que justement, si on a la capacité de les poser, de les répondre d'une certaine façon. Moi, j'ai fait tout ce travail-là aussi. Je crois que c'est tout à fait entendable qu'un couple de nanas, elles aient envie d'avoir un enfant et qu'effectivement, elles ont plusieurs choix d'ailleurs, qu'elles fassent soit le choix que ça soit un donneur, voilà, c'est un don, c'est anonyme, c'est un don, etc. Ou il y a d'autres façons de faire. Hein. Certaines, elles peuvent avoir aussi une identité de cette personne que l'enfant peut rechercher au bout d'un certain temps, etc. Enfin, il y a différentes façons. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de notre évolution et des capacités de progrès qu'on a actuellement. Voilà. Moi, j'ai dit que j'étais contre le don anonyme et je ne pense pas que ça soit un progrès. Moi, je pense que les femmes ont toujours eu des enfants, les lesbiennes ont toujours eu des enfants, dans d'autres circonstances. Il y a la possibilité de s'arranger avec des copains quand même. J'espère que c'est possible encore,
qu'il n'y a pas la coupure avec l'autre sexe. Je pense que l'orphelin, c'est pas du tout la même chose parce qu'il sait que son père a existé et donc c'est pas du tout pareil que de ne pas savoir qui est son père, de ne pas pouvoir le représenter, quoi, se le représenter. C'est une question de représentation qui est importante. C'est même pas biologique, c'est la représentation, comment il était physiquement. Après, ils deviennent obsédés, ils vont le croiser dans la rue, tout. Ça impacte psychiquement. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que ça va donner, ces enfants-là, dans 15 ans, 20 ans, les enfants de ces enfants-là. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, c'est ça, on manque de recul. J'ai envie de dire, ils sont pas plus atteints que certains peuvent être atteints. Ils sont comme des gens. Et à l'adolescence, qu'est-ce que ça donne? Par rapport aux racines, ça, je peux comprendre vos interrogations. Mais après, je pense que, quand on a un enfant, il faut avant tout penser qu'on a un enfant parce qu'on a envie de l'aimer, de l'éduquer, de le porter. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est que ce soit des lesbiennes qui ont des enfants qui témoignent. Et peut-être que moi, j'ai une fille, je l'ai pas eu par insémination, mais j'ai des amis proches qui l'ont eu par insémination. J'ai 2 amis qui ont fait appel à l'insémination. Et pour l'instant, il y en a un qui a 15 ans, l'autre qui est plus jeune. C'est des enfants équilibrés avec les mêmes problèmes que vous pouvez rencontrer aussi quand vous avez des enfants de façon naturelle. Moi, ce qui me gêne dans ce que vous dites, c'est que vous parlez de ça de façon très théorique, très abstraite. Or, il s'agit d'amour. C'est comme dans un... je veux dire, il y a tous les cas de figure. Vous croyez que tous les enfants d'hétérosexuels... Ouais. Oui, mais si, parce que madame a quand même dit que... Non, mais juste, on discute, c'est intéressant. Ce qu'il y a de bien, c'est que... moi, je vous remercie parce que c'est très intéressant. Moi, je suis d'une génération, je n'ai pas forcément connu toutes les personnes que vous avez citées. Et je veux dire, c'est des références. Donc, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à s'écouter. La société évolue. Il faut aussi en tenir compte. Bien sûr que dans l'idéal, à la limite, c'est tout cet aspect de marché, de mercantilisation qui est abject. Ça, c'est horrible. Donc, il faut se battre, je pense, pour que ça n'existe pas. Mais je pense qu'il faut aussi essayer le côté amour affectueux, maternel, tout ça, c'est... Je te vois soupirer, Cypiane, mais je trouvais que que le débat était... Ce qui me choque, j'ai pas les arguments là, parce que je pensais pas prendre la parole, excusez-moi. Mais bon, je suis lesbienne, j'ai une fille qui a 23 ans, je l'ai pas eu par insémination, mais elle est très équilibrée. C'est pas le problème. Mais l'amour... Moi, ce qui m'a fait réagir et prendre le micro, c'est quand Marie-Jo a dit « Et vous avez assez de recul, comment ils sont ces jeunes ?» Voilà. Et comme j'en connais 2... et qui sont équilibrés. Non, moi je voudrais juste dire quelque chose. Marie-Jo n'a jamais remis en question que 2 hommes ou 2 femmes puissent élever des enfants et leur donner de l'amour. Ça me paraît pas assez du tout ça évident. qui était en cause. C'est pas du tout ça, évidemment. J'ai des tas de copines qui ont élevé des gosses sans homme, sans père même, tu vois. L'amour n'est pas en cause. Non, elle parlait en fait de la question qu'il pourrait poser, qui était mon père. Je pense que c'est ça, oui. En l'occurrence, pour la PMA. Et donc de la filiation et tout ça. Et moi, personnellement, le psychogénéalogie, quand même, nous apprend beaucoup de choses. Un désir de toute puissance dans le fait de priver l'enfant de son ascendance symbolique. Voilà. Bon, après, on parle d'amour, mais pour moi, ça ne veut rien dire parce que, par exemple, la GPA, j'ai vu un film sur la GPA qui était terrible, avec des femmes en Inde qui étaient comme des poules pondeuses et qui, comme elles n'avaient pas d'argent, allaient vendre leur enfant. Enfin, c'était atroce. Et c'est pas ma projection, elle-même le disait. La précarité économique, c'est même pas de la précarité, c'est dans laquelle elles étaient, les conduisait à faire ça. Et en fait, il y avait 2 hommes en Israël, enfin peu importe qu'ils étaient en Israël ou ailleurs, mais ils disaient on va lui donner de l'amour à cet enfant. Donc le mot amour, et effectivement, je suis persuadée que l'enfant qu'ils vont avoir, ils vont lui donner de l'amour avec la GPA. Sauf que là, ils se demandaient si la mère biologique, alors ils avaient mis des ovaires de blanc parce qu'il fallait pas qu'elle soit trop foncée, ainsi de suite. Excusez-moi, bonjour l'amour. Absolument, oui. C'est pareil pour l'insémination artificielle. En général, les médecins, ils voient à qui ils ont affaire, ils connaissent leur sperme quand même, d'où ça vient.
Et ils vont pas inséminer n'importe quel sperme. Je suis désolée. C'est le médecin qui choisit le père. Aujourd'hui, c'est pas la compagne, c'est pas la mère. Oui, c'est ça le problème. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez problématique. Pour rejoindre ce que tu as dit, moi, j'ai bossé 40 ans avec des ados dans mon métier. Et une question fondamentale, c'était pour savoir qui je suis, je dois savoir d'où je viens. Et cette question, je veux dire, elle était récurrente. C'est-à-dire savoir d'où on vient, ça permet d'avancer et de grandir. Si tu veux, enfin, pour moi, il y a incompatibilité entre l'affect et la théorie, là, et la pensée. Tout autour de nous, nous avons... moi, je suis de ta génération. Peut-être que je me suis même plus vieille que toi. Je me la suis posée, cette question. J'ai mis un certain temps. J'aurais trouvé des solutions même en 75. Hein. Il y en avait. Mais je me suis posé la question de l'équilibre et c'est ça qui m'avait arrêté à l'époque. La question, elle est récurrente, on se la pose. La vraie réponse, je ne crois pas qu'on l'ait. Parce qu'on peut dire à un enfant, tu viens de l'amour de deux femmes, tu viens de l'amour de deux hommes. Est-ce que c'est suffisant pour le construire ? Apparemment, pourquoi pas ? Oui, mais ça ne suffit pas. Il y a l'inconscient qui existe aussi. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas d'inconscient. Dans l'avion, là, j'ai vu, il y a un article dans l'IB, encore sur la GPA, là, tout à l'heure, en disant, voilà, il y a des femmes qui emploient des aides ménagères, pourquoi elles n'emploieraient pas une femme pour mettre un enfant au monde ? C'est le type d'argument qui est développé dans l'IB. Moi, je n'en reviens pas, quand même. C'est la même chose, grosso modo. Mais on peut dire aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants, parce que je veux dire, il y a une telle pression aujourd'hui pour faire des gosses. On a l'impression qu'une lesbienne qui n'a pas d'enfant, elle n'existe pas. Ah bah oui, moi c'est aussi pour ça que j'ai pris position. J'en avais marre. Alors, il y a une question ici, je passe le micro. Oui, c'était pour rebondir, c'était juste pour dire qu'en effet, la position, qu'elle soit éthique, en tout cas qui est politique de Marie-Jo Bonnet, c'est intéressant parce que, évidemment, il faut faire remonter, en effet, l'affect, l'émotion, l'amour. Mais là, on analyse, on dénonce une domination systémique qui est, en effet, l'instrumentalisation, la marchandisation, la raison instrumentale appliquée au corps des femmes. Et évidemment, il y aura toujours du personnel, mais le personnel aussi, il est politique. Et on peut toujours avoir un point de vue individualiste en se disant, oui, moi, j'aime et j'ai envie d'avoir mon... Ça, c'est bien sûr, c'est le petit point de vue individuel. Mais ensuite, le point de vue politique, la question qu'on est dans des systèmes biopolitiques. Et ça, il faut avoir des positions, en effet, plus radicales de dénonciation, ce qui est la question du capitalisme, qui, comme l'a très bien dit Françoise de Beaune, est la forme moderne, contemporaine du patriarcat. Et donc, c'est un patriarcat-capitalisme qui utilise aussi tous les biais pour la raison instrumentale, la domestication de tout le vivant. Le corps des femmes l'est depuis son origine, depuis le ventre des femmes, la matrice, jusqu'à aujourd'hui. En effet, ça continue et il faut pouvoir à la fois penser les deux, bien sûr, dans les choix individuels de vie, de projets parentaux des femmes, mais aussi valider ce système. C'est comme la consommation, c'est les choix qui sont faits, les choix de vie viennent renforcer un modèle. Et ne pas avoir cette vision systémique de dénonciation, c'est l'histoire du féminisme. Et le féminisme radical, révolutionnaire, qui était celui du MLF, parce que si on en est aujourd'hui, la question du vol, etc., c'était les plus radicales qui ont poussé le plus loin les choses comme ça. Et si on perd cette dynamique radicale, en effet, on surfe sur la mode, c'est aujourd'hui, il faut faire avec son temps, c'est le progrès. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est comme ça, ben non. Si on avait toujours été comme ça, ben on va glisser sur la pente doucereuse du conformisme et de l'aliénation, alors la totale, on y est déjà quasiment, avec de la porno-prostitution à foison, et hop, je t'ouvre un petit café-pipe à Zurich, où on peut se faire une pipe avant d'aller au boulot pour 60 francs suisses, etc. Et hop, on met des femmes dans des vitrines, et voilà. Donc le truc, c'est que non, c'est pas anodin, et en effet, la PMA, c'est un système. C'est le patriarcat médical. C'est les mêmes médecins qui ont mis au bûcher des femmes, les sorcières. Absolument. Ils leur ont piqué le savoir des plantes. Les femmes savaient avorter avec des plantes. Après, on est arrivé à du curetage. C'est déjà hyper violent. Le curetage ou la méthode Karman, c'est déjà une intrusion, une violation du corps de la matrice des femmes. Il y a des solutions, on les a perdues. Il y a une rupture de transmission des sorcières. Et donc, à partir de là, en effet, il faut se radicaliser, il faut se Françoise d'Auboniser, il faut, absolument, à chaque instant. Et en plus de ça, le développement de la GPA, c'est parallèle au développement de la mondialisation, hein.
Ça va ensemble. Je veux dire, chronologiquement, il suffit de voir. Moi, j'étais très frappée. Puis même au niveau philosophique, c'est aussi le gender machin là. C'est pareil, il n'y a plus de sexe. Donc, on mélange tout et tout. Moi, je dois dire que je suis ravie. Je suis ravie de t'avoir écouté. Ce que tu as vécu à Paris, parce que nous, les provinciales, on n'avait pas ça. Le hasard faisait cette semaine que je rangeais ma bibliothèque féministe et lesbienne et que toutes les femmes que tu as citées, c'est par ces livres-là que moi, j'ai fait mon chemin. J'allais très peu à Paris, j'en ai connu quelques-unes, bien sûr, Sérig, le planning, le MLAC, les machins comme ça. Mais pour en revenir à ça, donc dire que j'ai eu l'impression de raconter un peu ma vie ou d'entendre ma vie, c'était sympa. Sauf que ce qu'elle pose comme question est fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a un féminisme révolutionnaire et actif? Est-ce qu'il y a un phénomène littéraire? Est-ce qu'il y a un phénomène récupéré par l'université? Avec les études de genre, les machins, là, ils nous bassinent maintenant à longueur d'année sur ça, récupérés y compris par les mecs. Moi, je ne trouve plus d'espace. Et en particulier, je pense que nous sommes responsables, je dis nous globalement, notre génération, d'une difficulté de transmission. Mais il y a quand même, quand on entend parler... comment tu t'appelles? Florence. Ça nous réconforte quand même. Franchement, il y a quand même une transmission qui a été faite. Tu as lu Françoise Daubonne? Oui. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui lisent Françoise Daubonne. C'est drôle. Christiane Rochefort aussi? Oui, les petits-enfants du siècle, les stances à Sophie, tout ça. Heureusement, il y a la littérature. Mais moi, je pense qu'ici, c'est un lieu d'échange. C'est vrai ce que tu dis, l'université. Je veux dire, c'est beaucoup moins dangereux de faire des études de genre que de faire des études féministes. Nous, on faisait des études féministes dans les années 70. Les rapports sociaux de sexe, c'est devenu les gender studies et tout ce que tu veux. Parce que, si tu veux, c'est du blablabla. Moi, j'ai l'impression, quand on nous a une thèse qui s'appelle « Le genre de la médecine », non, mais puis quoi encore? Ça veut dire, on parle des femmes, en fait. Mais le mot « femme », il n'existe plus. Il est complètement éliminé, le mot « femme ». On me dit bien les hommes, oui, les droits de l'homme, ça existe encore. Mais le genre, maintenant, c'est mis à la place des femmes. Et bien voilà, ça, on a perdu. On a perdu. On a perdu sur le terrain du langage. Et le langage, c'est vachement important parce que comment je vais me dire, moi, est-ce que je suis une femme? Quand j'ai fait le livre « Qu'est-ce qu'une femme désire quand elle désire une femme ?» je n'allais pas écrire « Qu'est-ce qu'un genre désire quand il désire un genre ?» C'était bien poser la question « Pourquoi une femme ?» Je veux dire, c'est la question qui se pose. Qu'est-ce que je désire? Pourquoi pas un mec, finalement? Je veux dire, il fallait bien nommer. Le genre et la femme, c'est des choses différentes. On ne parle pas de la même chose. Enfin, quand on parle d'un genre, on parle des genres. C'est la différenciation avec le sexe. C'est pour parler... Oui, mais ça revient au même. Mais quand est-ce que vous parlez des femmes, alors? On en parle tout le temps. Ah oui, vraiment. Moi, je vois sur la liste d'études féministes, attention. Non, mais il faudrait faire la liste des thèses. Le titre des thèses, c'est très, très extraordinaire. Moi, je ne fais pas de thèse ou quoi, mais c'est juste quand on parle des genres, c'est justement pour parler de la situation de la femme. Pourquoi on ne parle pas de la situation de la femme? Parce que c'est pour différencier le sexe du genre. Mais pourquoi le différencier? C'est entremêlé, c'est comme le conscient et l'inconscient, c'est comme le psycho et le soma. Comment est-ce que vous voulez faire la différence entre les deux? Je veux dire, c'est un continuum. Les maladies psychosomatiques, elles sont bien là pour nous montrer que ça peut passer du psychique vers le soma et du soma vers le psychique. Et où est-ce que vous mettez la frontière? Il y a une partie du sexe qui nous constitue, il y a une partie de conditionnement social, il y a une partie de notre potentiel aussi qui nous constitue, il y a une partie de notre conscience. Enfin, je veux dire, on est constitué de tout ça. Oui, mais c'est vrai que c'est un mot, mais moi, je trouve ça bien que les universités s'attaquent à ce sujet-là et font de la recherche là-dessus. De mon point de vue, c'est plutôt Mais pourquoi ne pas appeler ça? C'est plutôt positif que enfin, et pourquoi ne pas l'appeler la recherche féministe? Oui, ça, je suis d'accord que le mot féministe est toujours mal connoté, même si c'est quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui. Mais c'est sûr, là, je suis d'accord. Mais alors, attendez, par rapport au nombre d'étudiantes qui sont à l'université,
où est-ce que vous voyez le changement dans la façon de penser? Le problème, c'est que ça répète. Il n'y a pas d'innovation au niveau de la pensée. Au niveau de votre pensée à vous? Ah non, moi, de votre pensée d'avant, je veux dire, la pensée de la société sociale. Je veux dire, regarde, on en est toujours à ce que les femmes sont payées 20% de moins que les hommes. Alors, là, il y a un problème quand même. L'argent n'a pas d'odeur, c'est bien connu, sauf que quand il s'agit de payer les femmes, il en a. Le salaire, c'est important quand même. Et la retraite, et vous avez les femmes qui ont des retraites plus petites que les hommes. Mais peut-être qu'on peut dire ce qui a changé aujourd'hui, c'est que c'est une remise en question beaucoup plus profonde de ce que c'est pas les salaires ou ce genre de choses, c'est vraiment qu'est-ce que c'est être une femme. Justement, c'est ça. Oui. On va mais plus être loin. une femme, c'est être payée quand même. Mais pourquoi on devrait être cher? Oui, d'accord, c'est juste un côté, mais c'est pas la profondeur du problème en fait. C'est la différence de comment on traite les hommes et les femmes. C'est le symptôme. C'est le symptôme. Donc, ouais. Les études de genre, je pense qu'ils essayent d'aller plus profondément, de comprendre pourquoi cette différence. Moi, je pense que c'est ça. Ah bah nous, on le sait quand même. Hein. On le sait pourquoi. On sait pourquoi. Pourquoi? Il y a une organisation sociale qui fait... Oui, mais on sait pas, on comprend pas pourquoi la société s'est formée ainsi à l'origine. On comprend pas. Non, à l'origine, on ne la connaît pas. Toutes les sociétés sont comme ça. On comprend pas ça. On comprend pas. C'est vraiment quelque chose qui date de très très loin. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier. Là, on en est tout au début du féminisme. C'est quelque chose qui est très nouveau dans l'histoire de l'humanité. Dans les grottes pariétales, la peinture pariétale, on est en train de montrer qu'il y avait des femmes qui faisaient la peinture. Voilà. Non, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a une histoire des femmes. Il y en a eu des kilos, vous pouvez les lire, Perrault, etc. Au point de départ, les femmes ne travaillaient pas. Donc on part du principe que jusqu'au 19e siècle, les femmes ne travaillaient pas, donc il n'y avait pas de salaire. On n'en avait pas besoin. Mais si elles travaillaient. Non, mais pas de façon massive, si tu en tant qu'historienne. Oui, non, mais on est bien d'accord. Non, paysannes. Attends, Marie-Jo, on ne va pas jouer sur les mots. Travailler salarié. C'est-à-dire le salaire des femmes, c'est vraiment le début du XXe siècle. C'est ce que m'avait expliqué Roland. Et l'industrialisation. Tu as raison. Mais si tu veux, avant, il n'y en avait pas d'histoire, il n'y avait pas de travail. Donc progressivement, les femmes sont rentrées sur le marché du travail, mais avec des tâches inférieures, donc sous-payées. Très bonne référence d'une féministe qui tient un blog qui s'appelle révolutionféministe.wordpress.com. Ça s'appelle « Qu'est-ce que le patriarcat ?» C'est un article de juin 2017. Et elle déroule en effet toutes les hypothèses sur les origines patriarcat. Mais la question, c'est qu'en effet, je suis tout à fait d'accord, l'université, qui est l'organe intellectuel du patriarcat, a totalement vidé de sa consistance. Quand on parle d'institutionnalisation des études féministes, c'est ça, c'est le backlash. C'est évident, l'institution patriarcale ne peut pas avoir en son sein, elle donne quelques postes, bien sûr, pour mieux faire passer la pilule. Oh, regardez, génial, on a des études de genre. Oh là, dans toutes les universités, il y a un laboratoire de genre. C'est l'institutionnalisation. Tu absorbes les intellectuels et tu les vides. Tu les vides de l'intérieur. Et ensuite, la production, c'est une atonie. Aujourd'hui, il y a plus de créativité dans les milieux militants qui créent des blogs, parce qu'il y a plus d'indépendance. Derrière, ils n'ont pas des postes à défendre. C'est aussi ça. Sur le blog de Francine Sporanda, tu pourras lire des choses absolument magnifiques. Elle m'a interviewée, Francine. Voilà, tu trouveras des choses magnifiques que tu ne trouveras jamais dans aucun article d'universitaire. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Ils ont vidé de la substance. Eh bien oui, même mes copines l'historienne, je veux dire, elles ont de la bouillie dans la bouche. Hein. Il y a des choses qu'elles n'osent pas dire parce que qu'est-ce qu'on va dire, etc. Parce qu'elles ont des choses. Tu te rends compte? Et deuxièmement, sur la question, il faudrait comprendre l'origine pour savoir comment on peut en arriver là et comment on peut en finir. Non, on peut juste décider qu'à un moment, c'est fini. Ici, maintenant, on arrête avec ça. Les logiques de domination patriarcale, sexiste, les logiques de domination spéciste, humain, autre, non humain, les logiques de domination raciste, coloniale, on ne va pas attendre qu'il y ait la fin de la décolonisation pour dire que non, c'est fini. Y a plus c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître l'origine. L'origine, c'est le patriarcat. L'origine, c'est le système de domination, la suprématie masculine. Donc à un moment, il s'agit, comme dans le film L'An 1, le film de JB à partir de BD dans les années, du jour au lendemain, ils disent jeudi à 15h30, on arrête tout. On arrête de bosser, on arrête de se lever à 6h du matin pour aller à l'usine, pour se taper 18 heures non-stop, pour s'abrutir. On arrête tout.
eh bien, on pourrait le décider de façon, en effet, organisée, mais par contre, ça ne se fera pas de façon la main invisible de gauche. C'est sûr, c'est pas en attendant comme ça les moules auront des dents. C'est qu'en effet, il faut s'organiser. Donc le mouvement le plus puissant depuis cette année 2018 mondiale, c'est le mouvement féministe. Il n'y a jamais eu autant de femmes dans les rues. C'est internationaliste. Et c'est là où on est supérieur au MLF. C'est parce qu'au MLF, c'était un phénomène franco-français. Aujourd'hui, le mouvement... non. Je sais, d'accord. Ok. Non, mais disons, ok, c'était pas... Je m'en souvenais plus. Ok, c'était un peu plus. Ben, la différence, c'est que là, c'est vraiment totalement internationaliste. Il y a également, depuis 20 ans, la question de la marche mondiale des femmes. Tout ça, c'est des grands mouvements internationalistes pour sortir aussi du nationalisme, bien sûr, parce que tout va avec capitalisme, nationalisme, etc. Donc, il n'y a pas besoin de connaître. On en sait déjà assez. Et moi, même, on connaîtra aussi, jamais l'origine. C'est terminé. Il faut arrêter de faire des études, il faut arrêter de faire des diagnostics. On sait qu'il y a des inégalités. Tous les jours, ils nous pondent des articles sur le genre. L'égalité, l'inégalité dans les cours de récré. Il y a des filles qui sont dans les coins et les hommes qui occupent le manspreading. Ouais, ok, on sait que les mecs écartent les jambes dans les... Mais qu'est-ce qui se passe? On va pas continuer à étudier ça toute notre vie. Alors, maintenant, il faut agir. Voilà, allez, rendez-vous le 24 novembre. On apprend aux filles à se battre dans les cours, hein. Merci beaucoup. Alors, c'est une belle transition. Alors, et il y a un truc dont on n'a pas parlé, là, c'est ma BD. Là. Ben voilà, j'allais justement en parler. Donc, effectivement, ça offre aussi une belle transition avec un portrait dont tu as fait la biographie, donc Violette Maurice, et qui vient juste de paraître en BD. Donc, tu as attends, moi, j'ai fait des recherches historiques. Elle a été complètement diffamée, cette femme, parce qu'elle s'habillait en homme. Donc, il y a eu en 2011 Histoire d'une scandaleuse chez Perrin, la biographie de Violette Maurice. Elle a été tuée près de chez moi. Voilà. Je vous raconte pourquoi elle a été diffamée. Bon, c'est une femme qui s'habillait en homme, qui était championne, qui a battu les mecs au bol d'or, tout ça, en 27, qui a été exclue de la Fédération française d'athlétisme parce qu'elle s'habillait en homme. Donc, ça veut dire c'est la mort sportive, si tu n'as plus de licence. Hein, elle n'est pas toute rose. Hein, ça, elle est morte au cours d'un attentat qui a été mené par le maquis Surcouf contre la famille Bailleul en 1944, en avril 1944. Les Bailleul, c'était des charcutiers plus ou moins collabos qui se sont enrichis au marché noir. Bon. Ce que l'on sait maintenant précisément, c'est que l'attentat n'était pas dirigé contre elle, mais contre les Bailleul. On a eu la publication du journal de la secrétaire du maquis Surcouf. C'était l'année dernière. Ça a été publié l'année dernière. Et ils ne savaient pas que c'était elle qui conduisait la voiture. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont chargée en disant qu'elle était à la Gestapo? C'est que dans la voiture, il y avait 2 enfants et qu'ils ont tué les enfants. Donc il fallait justifier la bavure en disant « Ah, mais on avait reçu l'ordre de tuer par tous les moyens Violette Maurice, donc on a accompli notre devoir. » Et il y a un mec qui est arrivé dans les années 80, qui a fait un livre. Il a commencé par écrire La Diablesse et ensuite La hyène de la Gestapo. C'est-à-dire, mais alors il a reconsidéré certaines versions qui n'étaient plus crédibles. Enfin bref. Donc, moi j'ai eu les archives du BCRA. En bonne historienne, j'ai fait toutes les recherches. Il n'y a aucune source qui dise qu'elle était à la Gestapo. Aucune source. Et il y a plein de choses qu'elle a fait qu'ils ne le savaient pas. Alors, tu vois, par exemple, elle connaissait Jean Cocteau, Jean Marais, elle les a reçus sur sa péniche, etc. Donc, c'est une femme très complexe. C'est une fille de militaire. Son grand-père, le général Maurice, a conquis l'Algérie au XIXe siècle. Maurice, il s'est battu contre Abdelkader et tout. Donc, vous voyez, c'est cette histoire-là. Il y a un héritage. Sa famille est originaire du Levant, sa famille maternelle, ils sont installés à Marseille. Et donc, moi, j'ai essayé de savoir quelle est la vérité là-dedans. Elle est allée au JO. Alors, j'ai demandé à une historienne allemande qui travaille sur le sport féminin. Je lui ai dit, est-ce que tu as trouvé des références sur Violette Maurice? Elle me dit, je n'ai rien trouvé. Mais elle est allée là-bas, bien sûr, puisqu'elle est sportive. Hein.
Donc ça, c'est un travail délicat là aussi. Je me mets à dos pas mal de gens qui sont... mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est quand même le travail de l'historienne. Hein. Si je rétablis pas certaines vérités, j'ai des preuves que j'avais raison. C'est ça. Parce que maintenant, ça sort les infos, vous voyez ? Donc, et là, mon intuition a été confirmée récemment par des nouvelles archives. Et ça, je suis contente parce que on n'est pas sûr de soi. Hein. Je veux dire, quand on avance dans un terrain miné comme ça, oh là là, je ne menais pas large. Hein. Mais voilà, et il se trouve que j'ai été contactée par Chris, qui fait des scénarios de BD, qui est très connu, qui est un historien de gauche, hein, je précise, parce qu'on a beaucoup discuté. Il est d'accord avec moi, finalement, tu vois. Donc, c'est lui qui fait le scénario avec Bertrand Javig. Et les dessins, c'est Javiré, c'est un Espagnol. Et du coup, j'étais amenée à faire des nouvelles recherches. Et forcément, il y a des infos qui sortent. Et puis, du fait qu'on sort la BD aussi, tu vois, je veux dire, ben oui. Si tu voyais maintenant à Beuzeville, parce que là, on est dans la Normandie profonde. Hein. Moi, j'ai grandi à Pont-l'Évêque, hein, le Pont-l'Évêque, hein, le fromage. Beuzeville, c'est à 20 bornes de Pont-l'Évêque. Hein. Tu imagines un petit peu le marché noir à Beuzeville sous l'occupation. Vous voyez le genre. C'est pas très loin de Paris. Hein. Bon. Eh bien, j'ai fait la première conférence. C'est moi, c'est vrai, ça au moins, je suis courageuse. Hein. Sur les lieux même du maquis Surcouf, conférence sur Violette Maurice, donc avec documents d'archives, toujours. Des documents qu'ils ne connaissaient pas du tout. C'était plein, archi plein. Et j'avais l'amicale du maquis Surcouf qui était là, qui était prête à me zigouiller. Hein. Bon. On publie le journal de Puce, hein, elle s'appelle Puce. Donc la secrétaire du maquis Surcouf qui écrit noir sur blanc quelle ne fut pas notre surprise de voir que Monsieur André qui conduisait la voiture n'était autre que Violette Maurice. Donc on a la preuve qu'il ne savait pas que c'était elle qui était dans la bagnole. Donc je fais une conférence avec le type qui a publié le journal et qui est devenu féministe parce qu'il a vu que... Bon, enfin bref, je vous passe ces détails. Plein, archi plein, tout le village est là, à nouveau, pour nous écouter. Mais là, il y avait quand même un élément nouveau, c'était que l'historien, enfin le type qui avait publié les documents, en plus de ça, c'était le fils d'un maquisard du Surcouf. Eh bien, l'amicale l'a tellement fait chier qu'il a été obligé de démissionner. Mais lui, il est honnête. Il a dit, ben voilà, j'ai trouvé ça dans les archives. C'est tout. Donc, c'est une histoire qui va continuer encore. Parce que c'est quand même la plus grande championne omnisport que la France ait connue, la première moitié du XXe siècle. Championne du monde de poids, de javelot, natation, bol d'or, course. Elle a fait du football féminin, puis elle s'est fait couper les seins. Ah ben, il faut arrêter, alors excusez-moi. Oui. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'adore merci toujours beaucoup. Venir preuve que c'était enrichissant. Voilà, merci Marie-Jo. L'ouvrage de Marie-Jo Bonnet, Mon MLF, est paru aux éditions Albin Michel. Marie-Jo Bonnet a aussi fait paraître Les femmes artistes dans les avant-gardes chez Odile Jacob, Histoire de l'émancipation des femmes aux éditions Ouest France, ou encore Simone de Beauvoir et les femmes chez Albin Michel. Vous écoutez une rencontre enregistrée le jeudi 25 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant.
Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les